Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Honorables députés et sénateurs, je suis devant vous ce jour, une fois de plus, afin de rendre compte de l'état de la nation. À ce sujet, comment ne pas évoquer, au seuil de mon propos, la catastrophe naturelle qui vient de connaître plusieurs villes et localités de notre pays, du fait des inondations causées par des pluies diluviennes et qui ont entraîné la perte de plusieurs dizaines de vies humaines. Au-delà des mesures déjà prises et de celles en cours pour prévenir et faire efficacement face à ce genre de situation à l'avenir, je tiens à exprimer, au nom de la nation attristée et en mon nom personnel, nos sincères condoléances à toutes les familles éprouvées. En mémoire de victimes de ces inondations, comme de ceux de nos compatriotes qui, au cours de l'année 2015, sont tombés sur les différents théâtres des opérations militaires ou nous ont quittés dans l'exercice de leurs charges publiques ou non, je vous prie, mesdames et messieurs, de vous lever, de garder une minute de silence. Merci. Honorables députés et sénateurs, l'état de la nation congolaise ce lundi 14 décembre 2015 est pour le moins contrasté. L'embellie dans certains secteurs ne pouvant occulter les préoccupations légitimes de chacun de vous dans d'autres. Tel est cependant le sort commun à toutes les nations du monde. Motif de satisfaction, voire de fierté légitime, je commencerai par relever le fait qu'en dépit de multiples défis, demeure préservé l'héritage commun nous légué par les héros et martyrs de notre indépendance, à savoir un Congo uni, libre et véritablement souverain, dans les limites de ses frontières internationales héritées de la colonisation. Nous y sommes parvenus grâce à nos forces de défense et de sécurité et au concours de tous les Congolais, expression renouvelée de notre vouloir vivre collectif et de la complicité exemplaire entre le peuple et son armée. Dans le territoire de Béni, au Nord Kivu, les forces négatives défaites militairement il y a une année par nos vaillants forces armées sont passées de la guerre conventionnelle à des actes terroristes ciblés auxquels nos forces de défense et de sécurité s'emploient à mettre fin avec le concours actif et précieux de nos populations. La situation dans les zones frontalières du Nord Kivu et du Sud Kivu fait également l'objet d'une attention particulière de nos forces de sécurité, en raison du flux des réfugiés en provenance du Burundi. La même approche prudentielle et préventive est de mise dans les localités frontalières avec la République centrafricaine, pays où nous avons été amenés à dépêcher une unité de nos forces armées afin de contribuer, sous l'égide des Nations Unies, à la normalisation de la situation politique et sécuritaire. Nous félicitons ici tous les éléments de cette unité dont l'efficacité opérationnelle
reconnu de tous au niveau de la communauté internationale inspire estime et considération. Fidèle à son hospitalité légendaire et à sa vocation régionale et africaine, notre pays sera toujours aux côtés de nos frères et sœurs d'autres pays en détresse, tout en prenant les dispositions qui s'imposent pour prévenir toute atteinte à sa propre sécurité et à celle de ses habitants. C'est dans cet esprit que s'inscrit la mise en service d'un système d'identification et de repérage des passagers qui est déjà opérationnel au niveau de 13 postes frontaliers sur les 33 prévus à l'horizon 2017. Ce système prend une information centralisée de contrôle, permet une information centralisée de contrôle des passagers et de documents de voyage, ainsi qu'une gestion saine et efficace des données migratoires. En définitive, l'ensemble du territoire national est aujourd'hui sous le contrôle du gouvernement de la République et le sera chaque jour davantage, en dépit de quelques poches de résistance résiduelles des forces négatives en voie d'éradication par nos forces armées et de police. Honorables députés, honorables sénateurs, au plan économique, notre pays a engrangé au cours de ces dernières années de performances remarquables en termes de stabilisation du cadre macroéconomique et de croissance économique. Fruit d'une politique engagée depuis 2001, cela va de nouveau se confirmer au terme de l'année en cours avec un taux de croissance estimé à 7,7%, un taux d'inflation de moins d'1% et de réserves internationales brutes évaluées à 1,46 milliard de dollars américains. Ces résultats, combinés à une gestion rigoureuse de finances publiques, ont permis de renforcer les capacités de notre pays à financer des investissements importants sur base des ressources nationales. C'est le cas notamment de la construction et de la réhabilitation des bâtiments publics et des infrastructures économiques, l'achat et la réhabilitation des unités de transport tant aérien, fluvial que ferroviaire. La conjoncture économique internationale, marquée par la chute de cours de principales matières premières, appelle cependant à la prudence et à des mesures conservatoires. Le ralentissement de l'économie mondiale et l'assombrissement des perspectives économiques internationales a eu en effet pour conséquence la baisse de prix de cuivre et l'or, principale matière première d'exportation de notre pays, respectivement de près de 19 et de 8% en moyenne à fin novembre 2015, la baisse du moral des chefs d'entreprise et une contraction des réserves budgétaires. Il est à craindre que ces tendances entraînent comme risque, en 2016, la compromission des acquis de plusieurs années d'efforts, de stabilisation et de relance économique. Face à cette situation, j'ai instruit le gouvernement de prendre des mesures visant, d'une part, à stabiliser la situation et d'autre part, à améliorer la résilience de notre économie et à permettre une croissance soutenue de cette dernière grâce à une politique de diversification économique et d'industrialisation qui accorde une meilleure place au secteur porteur,
dont l'agriculture, et qui privilégie les zones économiques spéciales comme stratégie de mise en œuvre. La réhabilitation et la modernisation du domaine agro-pastoral de l'ANCD et l'implantation de parcs agro-industriels, à l'instar de celui de Bukangalonzo dans la province du Kwango, est une parfaite illustration de cette politique. En tant qu'expérience pilote de mise en œuvre du plan national d'investissement agricole, l'essaimage de ce parc dans les autres provinces de la République sera accéléré dès le début de l'an 2016 et concernera prioritairement les 11 sites dont les études de préfaisabilité sont déjà disponibles. Le Maniema, le Tanganyika, le Nord Ubangi et le Congo central sont à ce sujet déjà prépositionnés. Par ailleurs, des mesures spécifiques d'encadrement des dépenses publiques et de réformes structurelles à impact rapide ont été arrêtées et un comité de pilotage de haut niveau ainsi qu'une task force chargée du suivi de la mise en œuvre de ces mesures envisagées mises en place. Le succès attendu de ces mesures ne sera cependant possible que si, plus que jamais, nous nous attaquons à la corruption, véritable pieuvre qui obère tous nos efforts de mobilisation de recettes et de développement. Cette croisade doit mobiliser toutes les institutions de la République. Honorables députés et sénateurs, la stabilité macroéconomique n'étant pas une fin en soi, il est temps de sortir des sentiers battus, de faire montre d'imagination et d'audace, de quitter le statu quo et d'aller vers le développement. Ce qui passe par un appui soutenu à l'investissement public productif, par la poursuite de l'amélioration du climat des affaires, afin de stimuler l'investissement national et attirer plus d'investissements directs étrangers, et par l'exploration de sources nouvelles et innovantes de financement extérieur, sans omettre la possibilité de mobilisation de l'épargne interne. L'impératif de l'adoption d'une loi spécifique sur le partenariat public-privé s'inscrit dans cette même perspective. Il en est de même du positionnement de petites et moyennes entreprises comme un des principaux moteurs de la nouvelle politique économique du pays et qui devra se concrétiser par le renforcement des mécanismes d'appui et de financement à l'entrepreneuriat local, particulièrement celui des jeunes et des femmes. C'est à ce prix que nous consoliderons nos efforts actuels de croissance en rendant celle-ci plus inclusive, que nous nous donnerons le moyen de poursuivre la révolution de la modernité en cours, dont le premier jalon inspire espoir et fierté légitime, que nous atteindrons le cap de l'émergence à l'horizon 2030 et que nous réduirons en conséquence l'extraversion excessive de notre système économique. Honorables députés et sénateurs, par-delà ces perspectives économiques qui interpellent, l'on peut se féliciter des progrès réalisés dans le cadre de notre programme de réhabilitation et de modernisation des infrastructures économiques.
C'est le cas dans le domaine des infrastructures routières, où en dépit de l'insuffisance de ressources financières, les efforts du gouvernement ont permis de maintenir plus de 23 000 km de routes en état de praticabilité et d'assurer 19 liaisons sûres entre les 26 chefs-lieux de province. Ces efforts vont se poursuivre pour désenclaver les régions isolées du pays, principalement les zones à forte densité de population et à grand potentiel de production agro-industrielle, et pour assurer la connectivité avec le pays frontalier, de manière à garantir l'intégration régionale. L'ambition est de développer un réseau routier répondant aux standards internationaux, c'est-à-dire de routes revêtues et de ponts d'une capacité de 60 tonnes minimum, ce qui devrait permettre de poursuivre le désenclavement du territoire national et d'encourager la complémentarité multimodale, route, rail, voie hydraulique, tout en respectant des normes environnementales conformes aux exigences du développement durable. Au premier semestre 2016, le gouvernement va ainsi finaliser un programme routier qui, avec l'appui de partenaires, permettra d'entretenir environ 2400 km de routes déjà livrés dans le cadre des accords de financement précédents et de réhabiliter environ 800 km de routes sur les axes Akula, Gemena et Libenge, Boyabo Zongo, Kasindi, Beni Komanda, Bunia Mahagi et Goma jusqu'à Kavumu. Dans le cadre de l'aménagement en cours de la nationale numéro 1, il est prévu le bitumage de tronçons Pont-Louvois, Chikapa et Chikapa-Kamwesha, avec aménagement de voies secondaires et quelques infrastructures connexes, écoles, centres de santé, marchés et infrastructures de stockage de produits agricoles. Dans le cadre de la facilitation des échanges frontaliers, des dispositions ont déjà été prises afin de réduire le temps de voyage sur les trajets Lubumbashi au port de Dar es Salaam de près de 400 km. Chaque jour qui passe voit donc un coin de la République relié à un autre par voie routière, à telle enseigne qu'il est aujourd'hui possible de partir de Lubumbashi à Bukavu en moins de 72 heures, contre plusieurs semaines antérieurement, en passant par Kalemi, Fizi et Uvira. Pour ce qui est de voirie urbaine, les réalisations principales de l'année en cours peuvent être résumées de la manière suivante. 42 km de voiries ont été asphaltés dans les villes non couvertes par des programmes conséquents depuis 2011, tandis que lancés au mois de février de l'année passée, les travaux de bitumage de la voirie d'Egoma se sont poursuivis à un rythme satisfaisant. Honorables députés et sénateurs, en 2016, les travaux de voirie arrêtés cette année, faute de financement, vont reprendre avec vigueur dans plusieurs chefs-lieux de province. Un accent particulier a été mis également dans la construction et réhabilitation de voies de desserte agricole,
l'objectif étant de faciliter l'acheminement des produits agricoles de centres de production vers les centres de consommation. Il s'agit notamment de la réhabilitation de plus ou moins 2000 km de routes dans les ex-provinces de Bandundu, Kasaï oriental, province orientale et le Bas-Congo. Dans le secteur du transport aérien, il y a lieu de signaler l'amélioration de la sécurité aérienne à travers l'augmentation du taux de couverture en radiocommunication de l'espace aérien, qui est passé de 20% en 2013 à 75% en 2015, avec pour objectif d'atteindre 95% d'ici mars 2016. Désormais, la République démocratique du Congo n'inspire plus la frayeur au personnel navigant des aéronefs en ligne ayant à traverser son espace aérien. Elle est à mesure de visualiser les 10 aéronefs grâce aux investissements réalisés au cours de cette année, notamment la construction et l'équipement de nouvelles tours de contrôle et de blocs techniques y rattachés à l'aéroport d'Njili à Kinshasa et celui de la Luano à Lubumbashi. Il faut signaler également l'opérationnalisation depuis le mois de septembre dernier de l'aérogare modulaire destiné aux vols internationaux à l'aéroport international d'Njili, avec une capacité annuelle de traitement de 1 million de passagers, suivant les standards requis, et la fin des études en vue de la construction d'une nouvelle aérogare définitive, ainsi que la réhabilitation et la modernisation en cours des installations des aéroports de Goma et de Kisangani. Toujours à propos du transport aérien, lors de mon dernier discours sur l'état de la nation en 2014, j'avais promis qu'après plusieurs décennies d'absence dans les cieux, le drapeau congolais allait sous peu flotter de nouveau sur les ailes d'une compagnie nationale. Aujourd'hui, c'est chose faite grâce Aujourd'hui, c'est chose faite grâce à l'acquisition de 2 aéronefs de la nouvelle compagnie nationale Congo Airways. Le démarrage de vols commerciaux de ce nouveau né de l'aviation congolaise est intervenu au mois d'octobre de cette année, entraînant non seulement l'augmentation sensible de la capacité de desserte en transport aérien, mais aussi la réduction de la pression tarifaire de plus de 50%. Honorables députés, honorables sénateurs, l'effort d'investissement et d'amélioration des conditions de transport aérien vont se poursuivre avec l'acquisition projetée en 2016 de 2 à 4 aéronefs. Dans le secteur du transport fluvial, la réhabilitation de l'unité flottante ITB Kokolo a permis de relancer le trafic de personnes et de marchandises sur le fleuve Congo depuis le mois de septembre de cette année et de réduire de 28 à 17 jours la durée du voyage ainsi que la pénibilité de celui-ci sur les tronçons Kinshasa-Kisangani. Seul du bateau MS Gungu en phase de finition fera de même sur les affluents du fleuve à partir de l'année 2016. Dans le secteur
du transport ferroviaire. L'année a été marquée par l'acquisition en faveur de la Société nationale des chemins de fer de 38 locomotives neuves, dont 12 sont déjà opérationnelles depuis le mois de septembre. Ainsi, les temps de parcours sur le tronçon Lubumbashi-Kindu, Lubumbashi-Kalemi et Lubumbashi-Mweneditu s'en trouvent sensiblement réduits. Sur l'axe Matadi-Kinshasa, le train marchandises a repris service après 10 ans d'interruption. Tandis que de voitures à passagers modernes viennent d'être commandées, tant pour cet axe que pour le réseau SNCC. Dans le secteur de postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de communication, le déploiement du réseau backbone à fibre optique se poursuivit avec la phase Kinshasa-Kasumbalesa vers Lubumbashi, soit sur une distance de 3300 km. L'inauguration de cette phase aura lieu incessamment et permettra de relier notre pays à la Zambie. Notre vision à moyen terme de couvrir environ 30 millions de lignes fixes ou mobiles d'ici 2016 est donc réalisable. Par ailleurs, l'informatisation de l'administration publique, des services spécialisés et des postes frontaliers, l'amélioration de la gouvernance et de la concurrence électronique, la régulation des marchés, la réforme du cadre légal, le passage de la télévision analogique à la télévision numérique ont aussi connu des développements considérables. Bien plus, au moment où le processus de décentralisation connaît une accélération, il était impératif que le secteur de poste soit considéré comme un pivot de l'intégration de nos 26 provinces et pour mieux faire connaître notre pays au monde. La relance de ce secteur a commencé en 2015 et se poursuivra au courant de l'an 2016. Honorables députés et sénateurs, dans le secteur de la santé, les efforts engagés par le gouvernement en termes de construction ou réhabilitation des hôpitaux et centres de santé, d'équipement des infrastructures sanitaires et de mise en place de mécanismes d'approvisionnement réguliers en médicaments essentiels ont permis à notre pays d'être déclaré pays sans polio par l'OMS depuis le mois de novembre de cette année. Ils ont aussi également permis l'accélération de la réduction de la mortalité de la mère et de l'enfant. La mortalité infanto-juvénile est ainsi passée de 148 décès pour 1000 naissances vivantes en 2007 à 104 décès pour 1000 naissances vivantes en 2014, soit une réduction de près de 30%. Quant à la mortalité maternelle, son ratio est passé de 1200 décès pour 100 000 naissances en 2001 à 846 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2014. Dans le domaine de l'enseignement, l'amélioration des conditions de scolarisation
et d'apprentissage de nos enfants s'est poursuivi sans relâche. L'objectif ultime demeurant l'accroissement de l'accès à l'éducation sur fond de promotion de l'égalité, de chance à tous les niveaux d'éducation de base pour les filles, les enfants en difficulté, vulnérables ou défavorisés, ainsi que l'amélioration de la qualité des enseignements et des apprentissages. S'agissant de l'accès à l'éducation, au niveau préscolaire, le taux des enfants enregistrés est passé de 280 000 en 2013-2014 à 340 000 en 2014-2015. Quant à l'enseignement primaire, à la faveur de la gratuité, il compte aujourd'hui 15,5 millions d'élèves contre 13,6 millions à la rentrée scolaire 2013-2014, tandis que 16,5 millions d'élèves sont attendus en 2016. Cette bonne performance s'explique par l'extension progressive de la gratuité, la prise en charge sur le budget de l'État des salaires de plus de 25 000 nouveaux enseignants et la distribution de 20 millions de manuels scolaires dans toutes les écoles du pays, y compris les écoles privées. Elle s'explique également par la mise en œuvre de programmes de construction d'écoles afin d'accroître les capacités et d'améliorer les conditions d'accueil des élèves. Au total, 787 écoles ont été construites en 2013-2015, dont 512 directement sur fonds propres, tandis que 232 chantiers sont encore en cours d'exécution. Ainsi, 1000 écoles au total devront avoir été construites à la fin de l'année scolaire 2015-2016. Et la 1000e école devrait être livrée au cours du premier trimestre de l'an 2016. Honorables députés, honorables sénateurs, en ce qui concerne l'enseignement supérieur et universitaire, une réflexion en profondeur a été engagée à ma demande en vue de décider du type d'enseignement qui sied de mieux aux exigences de développement de notre pays. Un enseignement universitaire de masse mais fonctionnel ou un enseignement universitaire élitiste et général. Pour garantir une croissance économique significative et durable, l'émergence d'un entrepreneuriat national et la compétitivité internationale de notre pays, il est impératif que notre système d'enseignement universitaire et supérieur permette à nos jeunes d'acquérir des savoirs, des compétences et des aptitudes susceptibles d'aider à réduire la fracture de l'inadéquation formation-emploi. Pour ce faire, la priorité sera accordée à l'éducation et à la formation professionnelle et technique, avec un accent particulier sur la promotion de la science, de la technologie et de l'innovation, facteur essentiel de la puissance économique de tout pays émergent. Enfin, en dépit de défis importants restant à relever dans ce secteur, l'amélioration progressive des conditions de vie de nos populations et de leur bien-être se poursuivit à travers des efforts menés
en partenariat avec le secteur privé dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable et en électricité, tant dans le milieu urbain que dans le milieu rural. Cette amélioration se fait à travers la réhabilitation des infrastructures existantes gérées par la SNEL et la Régie des eaux, la construction de nouvelles infrastructures, la recherche de solutions palliatives, notamment solaires, et l'importation d'énergie. Elle passe aussi par la réforme et la libéralisation du secteur de l'électricité et la construction et l'exploitation de centrales à moyenne puissance. Les projets spécifiques dans le secteur de l'électricité sont à court terme. La construction déjà achevée du barrage de 13,8 MW à Matébé, dans le territoire de Rutshuru, au Nord Kivu, la réhabilitation en cours de centrales d'Inga, de Chopo, ainsi que de Seke Nzilo, qui devrait porter le productible de 800 MW à 1300 MW à fin 2016. La construction largement engagée de centrales de Zongo 2, de Kakobola et Katende, qui ensemble devraient produire près de 230 MW d'ici fin 2017, améliorant ainsi la desserte en électricité des populations des anciennes provinces du Bandundu, du Kasaï occidental, du Kasaï oriental et de Kinshasa. À moyen terme, il y a lieu de mentionner la construction d'Inga 3, base chute, devant produire 4800 MW, dont 2300 MW sont destinés à la satisfaction de la demande intérieure. L'entrée en opération de ces différents ouvrages devrait améliorer le taux de desserte en électricité de notre pays, qui, quoique étant passé de 9 à 15% ces 3 dernières années, reste encore faible par rapport à la moyenne africaine de 30%. Dans le secteur de l'eau, les travaux achevés au cours de l'année 2015 sont ceux de la réhabilitation et de renforcement des installations d'alimentation en eau potable dans plusieurs villes, dont la ville de Chikapa, Meneditu, Ngandajika, Lisala, Bulungu, Mashimanimba et Matadi. Sont en cours d'achèvement et devraient être livrés d'ici fin décembre ou juste après les travaux de réhabilitation et de renforcement des installations en eau potable en Mbuji-Mayi, à Kinshasa et à Lubumbashi. Le taux de desserte nationale en eau potable, aujourd'hui de 26%, contre une moyenne africaine de 60%, devrait s'en trouver nettement amélioré. Honorables députés, honorables sénateurs, au courant de cette année qui s'achève, les droits de la femme ont connu une avancée significative dans notre pays suite à la promulgation de la loi du 1er août 2015 portant modalité d'application des droits de la femme et de la parité. En exécution de cet instrument juridique, l'accès de la femme aux fonctions politiques s'est fortement amélioré avec la désignation de plus de 30% de femmes parmi les commissaires spéciaux du gouvernement.
chargé de gérer les nouvelles provinces et je lance un appel aux partis politiques de poursuivre cet élan et de consolider cet acquis. Dans le même ordre d'idées, la protection de la femme contre les violences qui lui sont faites s'est poursuivie avec détermination au cours de l'année, grâce à l'intensification de la lutte contre les groupes armés, source matricielle des dits actes, et de celle contre l'impunité des auteurs de violences. Plus que jamais, pour moi et pour toutes les institutions, une urgence et une priorité. Les résultats obtenus, soit un recul de 33% des cas de viol rapportés de 2013 à 2014, confortent la justesse de la décision que j'avais prise il y a un an de marquer résolument ma volonté de garantir la dignité de la femme congolaise par la nomination d'un représentant personnel chargé de la lutte contre les violences sexuelles et l'enrôlement des enfants. Ils sont aussi dus à l'action de tous les acteurs dans ce domaine, dont les ONG nationales ainsi que la justice, singulièrement la justice militaire, qui, de 2014 à ce jour, a condamné plus de 135 auteurs de viol sans considération de leur rang ou grade. Nous verrons à ce que ces résultats, qui sont aujourd'hui unanimement salués par tous, continuent sans cesse de s'améliorer jusqu'à ce que nous atteignions le seul objectif moralement acceptable, celui de zéro viol en République démocratique du Congo. Il en va de même de la protection de l'enfant qui sera renforcée à travers notamment l'adoption prochaine d'une législation appelée à clarifier les mécanismes de l'adoption internationale dans notre pays et à éviter que, sous des motivations d'ordre humanitaire, ces derniers ne deviennent, du fait des gens sans scrupules, une plaque tournante du répréhensible trafic d'êtres humains, comme cela a parfois été le cas dans une époque récente. Nous obligeons d'ailleurs de décréter, dans l'intérêt de nos enfants, un moratoire sur les adoptions internationales. Au plan diplomatique, les efforts menés ont permis de consolider nos relations avec les 9 pays qui nous entourent et de bâtir des partenariats stratégiques au niveau tant régional qu'international, autour notamment de projets intégrateurs comme celui du barrage hydroélectrique d'Inga. Dans cette perspective, notre pays a activement participé au sommet Inde-Afrique et Chine-Afrique, ainsi qu'à plusieurs rencontres internationales portant sur des sujets d'intérêt vital. C'est le cas notamment de la dernière Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies en septembre de cette année. C'est aussi le cas de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat qui vient de se tenir à Paris. En l'espèce, il s'agissait ni plus ni moins que de décider de l'avenir de la planète, voire du sort de l'humanité. Nous sommes donc en droit de nous réjouir qu'après de longues et âpres négociations, cette conférence ait abouti à l'adoption à l'unanimité d'un accord universel, ambitieux, différencié, durable
et juridiquement contraignant, assorti d'objectifs précis et d'engagements financiers conséquents. Honorables députés, honorables sénateurs, s'agissant de la réforme de l'État, je rends un hommage mérité aux honorables députés et sénateurs qui, au cours de l'année qui s'achève, ont doté le pays de plusieurs lois ayant rendu possible la nouvelle organisation territoriale et l'installation de 21 nouvelles provinces. Au nombre de ces actes législatifs, on peut citer la loi de programmation du 28 février 2015, déterminant les modalités d'installation de nouvelles provinces, et la loi organique du mois de mars 2015 portant fixation de limites de provinces et celle de la ville de Kinshasa. La loi du 25 août 2015 fixant les statuts des chefs coutumiers, suivie de la certification des entités coutumières, participe de même à l'approfondissement de notre processus de décentralisation. Honorables députés et sénateurs, je vous exhorte à parachever cette architecture normative en réexaminant rapidement la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation et en adoptant la loi portant statut du personnel de carrière, des services publics, du pouvoir central, des provinces et des entités décentralisées. En entendant l'adoption de ces instruments et afin de permettre la bonne fin du processus d'installation de nouvelles provinces, j'ai instruit le gouvernement d'initier en concertation avec les autorités provinciales un programme d'équipement, de réhabilitation et de construction des infrastructures nécessaires au fonctionnement de nouvelles provinces. Et d'envisager un budget prévisionnel destiné au financement des travaux prioritaires de celles-ci. Honorables députés et sénateurs, au plan judiciaire, la réforme de l'État devra se poursuivre par la création de conditions d'installation de nouvelles hautes juridictions du pays, après la Cour constitutionnelle, à savoir la Cour de cassation et le Conseil d'État. Dans cette optique, l'adoption de la proposition de loi organique sur les juridictions de l'ordre administratif mérite de bénéficier de la diligence des honorables députés et sénateurs. Quant au gouvernement, dans la perspective de l'organisation des prochains scrutins électoraux, il devra accélérer l'installation de tribunaux de paix à travers toute la République en conformité avec la cartographie électorale. C'est ici le lieu de rappeler que la distribution de la justice demeure préoccupante dans notre pays et que nos populations doutent de la capacité de notre appareil judiciaire à répondre adéquatement à leurs préoccupations. Face à cette triste réalité, le gouvernement est instruit d'accélérer la mise en œuvre des recommandations issues des États généraux de la justice. En matière de protection des droits humains, l'adoption de lois modifiant et complétant le code pénal, le code de procédure pénale et le code judiciaire
militaire en vue de la mise en œuvre du statut de Rome devra compter parmi les éléments clés de la stratégie nationale de lutte contre l'impunité des crimes graves. Un domaine qui appelle lui aussi des réformes profondes et urgentes est celui de la gestion, distribution et affectation des terres, afin notamment d'éradiquer ou à tout le moins réduire sensiblement les conflits fonciers. Cette réforme devrait être menée en prenant en compte les exigences de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et des secteurs de l'agriculture, forêt, environnement et mines. Elle implique aussi la modernisation des outils de gestion, un recours accru aux moyens électroniques ainsi que des sanctions sans appel à l'endroit des cadres et agents véreux et peu souciés des devoirs de leur charge. Honorables députés, honorables sénateurs, mesdames et messieurs, les progrès réalisés au cours de l'année 2015 l'ont été à la faveur de la paix et de la stabilité politique et économique retrouvée, sans lesquelles rien n'aurait été possible. Voilà pourquoi, au plan politique, tout en me félicitant de la mise en place de la nouvelle équipe de la Commission électorale nationale indépendante, et en vue de permettre à celle-ci d'accomplir sa mission à la satisfaction de tous, je viens d'engager la nation sur la voie du dialogue politique national inclusif. La mise en place en cours du comité préparatoire est celle prochaine de la facilitation internationale. Permettront à brève échéance le démarrage effectif du dialogue, avec pour objectif de trouver des solutions consensuelles aux questions majeures qui minent le processus électoral, ouvrant ainsi la voie à des élections crédibles et apaisées. Une fois de plus, j'encourage les Congolaises et Congolais à tirer avantage de notre tradition séculaire du dialogue comme mode de règlement des divergences politiques et sociales. Ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront des solutions. Je disais donc que ce n'est pas par la violence que nous réglerons nos divergences. Ce n'est pas non plus des Nations Unies, de l'Orient ou de l'Occident que viendront les solutions à nos problèmes, mais plutôt de nous-mêmes et par le dialogue entre les Congolaises et les Congolais, mû
par la fibre patriotique et inspiré par l'appel à l'autodétermination et à l'autoprise en charge, toujours d'actualité, de nos deux héros nationaux, Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. En ma qualité de garant de la nation, j'en appelle une fois de plus au sens élevé de responsabilité de chacun et de tous, afin qu'au sortir du dialogue national, nous soyons plus unis qu'avant dans la mise en œuvre d'un processus électoral authentiquement congolais, fruit d'un consensus librement dégagé, avec pour objectif la consolidation de notre jeune démocratie et la préservation de la paix chèrement acquise, de la sécurité, de la stabilité et des progrès enregistrés sur la voie du développement de notre pays. J'aimerais à cet effet rassurer l'ensemble de notre peuple que je ne permettrai pas que le sacrifice consenti ensemble au cours des dernières années pour bâtir la paix et la sécurité dans notre pays et dans la région, balisant ainsi la voie vers l'émergence, soit compromis, sous quelques prétextes que ce soit. Sous quelque prétexte que ce soit, par ceux qui, de mauvaise foi et de manière délibérée, choisiront de rester enfermés dans leur posture négativiste. Dans leur posture négativiste, refusant le dialogue au profit de complots contre la République. Et en promettant sang et sueur à notre peuple. Il n'y aura ni l'un ni l'autre. Que notre peuple sache donc que ses intérêts et ses aspirations légitimes à la quiétude et au bien-être seront en tout temps et en toutes circonstances sauvegardés et promus par les institutions de la République. Là où il lui est promis la mort, nous l'assurons que tout sera mis en œuvre pour protéger la vie. Et là où on veut tout détruire, notre engagement, c'est de construire et de développer sans relâche. À notre peuple de choisir lors des élections lesquels des deux projets de société lui convient le mieux. À ce sujet, je demeure une fois de plus persuadé que l'option à lever sur les modalités de vote prévues à l'article 47 de la loi électorale, à savoir, soit le vote par bulletin à papier, soit le vote électronique,
pourrait contribuer à réduire substantiellement le coût des opérations électorales. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés et sénateurs, Mesdames et Messieurs, au regard de ce tour d'horizon, les perspectives pour notre pays sont en définitive plus qu'encourageantes. À chacun de nous de contribuer à amplifier la tendance au cours des années à venir. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Mesdames et Messieurs, je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous venons tous de suivre avec une attention particulièrement soutenue votre discours sur l'état de la nation et nous vous en remercions très sincèrement. Honorables membres du Congrès, je vous rappelle, et vous le savez, conformément au prescrit de l'article 77 de la Constitution, les messages du Président de la République devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès ne donnent lieu à aucun débat. L'ordre du jour étant ainsi épuisé, la séance est levée. Musique!